L'automne de 1870 s'abattait sur la Bretagne avec une brutalité particulière. Les landes de bruyères violettes s'étendaient à perte de vue sous un ciel gris ardoise, et le vent de l'Atlantique portait avec lui l'odeur salée de la mer et les prémices de l'hiver. Au cœur de cette campagne sauvage, le manoir des Le Guenec se dressait comme une forteresse de granit rose, ses tours carrées défiant les éléments depuis 3 siècles. Évariste. Le Guenec, patriarche de la famille, arpentait les couloirs de sa demeure ancestrale d'un pas lourd qui résonnait contre les murs de pierre. À 62 ans, cet homme au visage buriné par les années et marqué par les responsabilités portait sur ses épaules le poids d'un secret qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait bâti. Ses cheveux blancs, toujours soigneusement peignés malgré les tourments qui l'habitaient, encadraient un visage aux traits nobles mais creusés par l'inquiétude. Ce matin-là, une lettre était arrivée de Paris. Les nouvelles de la guerre contre la Prusse n'étaient pas bonnes, mais ce n'était pas cela qui préoccupait Évariste. Non, sa véritable terreur venait de beaucoup plus près, de l'intérieur même de sa propre famille. Il s'arrêta devant le portrait de sa défunte épouse, Marguerite, morte 10 ans plus tôt en couche. Son regard s'attarda sur ce visage qu'il avait tant aimé, sur ses yeux bleus qui semblaient encore le juger depuis l'au-delà. « Pardonne-moi, ma chère Marguerite », murmura-t-il dans le silence du hall d'entrée. « Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là. » La porte principale s'ouvrit dans un grincement qui fit sursauter le vieil homme. Corentin Le Guenec, son fils aîné, pénétra dans la demeure en secouant la pluie de son manteau de laine noire. À 28 ans, Corentin était l'image même de la noblesse bretonne, grand, élancé, avec des traits fins hérités de sa mère et les yeux sombres de son père. Ses cheveux châtains foncés, humides de pluie, encadraient un visage aux pommettes hautes et à la mâchoire volontaire. Avocat de formation, il avait étudié à Rennes avant de revenir s'installer au manoir pour gérer les affaires familiales. « Père, dit-il en retirant ses gants de cuir, je reviens de Quimper. Maître Kergoat m'a confirmé que tous les documents sont prêts pour mon mariage avec Solène. La cérémonie peut avoir lieu dans 15 jours, comme prévu. » Le sang d'Évariste se glaça. Il observa son fils, ce jeune homme brillant et ambitieux qui ne se doutait de rien, et sentit une boule d'angoisse se former dans sa gorge. Comment lui dire? Comment avouer une vérité si terrible qu'elle risquait de détruire non seulement son bonheur, mais aussi l'honneur de toute la lignée des Le Guenec? « Corentin, commença-t-il d'une voix hésitante, il faut que nous parlions à propos de ton mariage et de Solène. » Le jeune homme fronça les sourcils, surpris par le ton grave de son père. « Que se passe-t-il? Vous semblez troublé depuis plusieurs semaines. Ce mariage vous pose-t-il un problème? Pourtant, vous-même avez approuvé cette union. » Évariste détourna le regard, incapable de soutenir les yeux interrogateurs de son fils. « Viens dans mon bureau. Il y a des choses que tu dois savoir sur notre famille, sur ton histoire, sur celle de Solène aussi. » Ils traversèrent la grande salle aux poutres apparentes, passèrent devant la cheminée monumentale où brûlait un feu de chêne et pénétrèrent dans le bureau d'Évariste. Cette pièce, sanctuaire du patriarche, était tapissée de livres reliés en cuir et ornée de tableaux représentant les ancêtres Le Guenec. Une odeur de cire et de vieux parchemins flottait dans l'air. Corentin s'installa dans le fauteuil de cuir face au bureau de son père, son inquiétude grandissante. « Père, vous me faites peur. De quoi s'agit-il exactement ?» Évariste ouvrit un tiroir secret de son secrétaire en marqueterie et en sortit un dossier jauni par le temps. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il manipulait les documents. « Mon fils, ce que je vais te révéler ne doit jamais, au grand jamais, sortir de cette pièce. Tu comprends? Je vous le promets, père. Il y a 29 ans, j'étais un homme différent, plus jeune, plus imprudent. Ta mère et moi étions mariés depuis 3 ans déjà, mais elle n'arrivait pas à me donner d'héritier. Les médecins disaient que c'était de sa faute, qu'elle était stérile. Aujourd'hui, je sais que c'était faux, mais à l'époque, Évariste marqua une pause, le regard perdu dans ses souvenirs douloureux. Il y avait une femme au village, Marie-Jeanne Kergoat, la fille du meunier.
Une beauté sauvage avec des cheveux noirs comme la nuit et des yeux verts comme l'océan. Elle était, comment dire, très libre de ses mœurs. Nous avons eu une liaison. Corentin sentit un frisson d'appréhension parcourir son échine. « Père, pourquoi me racontez-vous cela ? Parce que de cette liaison est né un enfant, une fille. » Les mots sortirent de la bouche d'Évariste comme des pierres. « Marie-Jeanne est morte en couche, comme ta mère plus tard. L'enfant a été élevé par sa grand-mère, qui a prétendu qu'elle était sa propre fille pour éviter le scandale. » Le silence qui suivit fut si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Corentin fixait son père, tentant de comprendre où cette révélation voulait en venir. Puis, soudain, la vérité le frappa comme un coup de massue. « Non !» murmura-t-il, ses lèvres devenant blanches. « Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas être en train de me dire que... » « Solène Kergoat est ta demi-sœur, » acheva Évariste d'une voix brisée. « Elle est ma fille, Corentin. Votre père est le même. » Le jeune homme se leva si brusquement que son fauteuil bascula en arrière. Son visage était devenu d'une pâleur mortelle et ses mains tremblaient violemment. « C'est impossible. Vous mentez. Solène et moi nous aimons depuis l'enfance. Nous avons grandi ensemble. Nos familles se connaissent depuis toujours. » « C'est exactement pour cela que personne n'a jamais fait le rapprochement, » répondit Évariste avec amertume. La grand-mère de Solène, Annick Kergoat, était une femme intelligente. Elle a bien gardé le secret. Quand elle est morte l'année dernière, j'ai pensé que ce secret mourrait avec elle. Mais hier, en rangeant les papiers de famille pour préparer ton mariage, j'ai retrouvé ceci. Il tendit à son fils un acte de naissance manuscrit, jauni et partiellement illisible. Corentin le prit d'une main tremblante et lut « Solène Marie Le Guenec, née le 15 mars 1843, fille naturelle d'Évariste Le Guenec et de Marie-Jeanne Kergoat, décédée. » « Pourquoi l'acte porte-t-il notre nom si elle a été élevée sous le nom de Kergoat ?» demanda Corentin d'une voix étranglée. « Parce que j'ai reconnu l'enfant légalement, en secret. J'ai versé une pension à sa grand-mère pendant toutes ces années. Mais officiellement, pour le village, elle était Solène Kergoat, orpheline élevée par sa grand-mère. » Corentin laissa tomber le document et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, la pluie redoublait de violence, fouettant les vitres comme des larmes de rage. Le paysage de Lande désolée semblait refléter le chaos qui régnait dans son cœur. « Et le père Yann ?» demanda-t-il soudain. « Le père Yann Lemeur sait-il la vérité ? Il doit publier les bans demain. » Évariste baissa la tête. « Le père Yann sait, il a toujours su. C'est lui qui a baptisé Solène et qui a accepté de falsifier les registres paroissiaux pour protéger notre famille du scandale. » Falsifié ? Corentin se retourna, l'horreur se peignant sur son visage. « Vous voulez dire que même l'Église est complice de ce mensonge ? Le père Yann est un ami de la famille depuis 40 ans. Quand je lui ai expliqué la situation, il a accepté d'enregistrer Solène comme la fille légitime d'un couple de Kergoat fictif, décédé peu après sa naissance. Officiellement, elle n'a aucun lien de parenté avec nous. » Corentin se prit la tête entre les mains. Toute sa vie s'écroulait en quelques minutes. Solène, la femme qu'il aimait depuis l'adolescence, celle avec qui il rêvait de fonder une famille, celle qu'il devait épouser dans 15 jours, sa propre sœur. « Il faut annuler le mariage, » dit-il dans un souffle. « Il faut tout annuler. C'est plus compliqué que cela, mon fils. » Évariste se leva péniblement et rejoignit Corentin près de la fenêtre. « Les invitations sont envoyées, la dot est versée, les contrats sont signés. Si nous annulons maintenant sans explication valable, cela créera un scandale énorme. Les gens poseront des questions. Et alors, nous inventerons une raison. Laquelle ? Que tu ne l'aimes plus, que tu as trouvé une autre femme. Cela détruirait la réputation de Solène. Et si la vérité finissait par se savoir... » Corentin frappa le mur de son poing, laissant une trace de sang sur la pierre. « Alors que proposez-vous? Que j'épouse ma propre sœur, que nous ayons des enfants ensemble. Savez-vous ce que cela ferait de nous? » « Je ne sais pas, mon fils. Je ne sais plus quoi faire. » La porte du bureau s'ouvrit soudain et Solène Kergoat apparut dans l'embrasure. Belle comme le jour, avec ses longs cheveux noirs tressés et sa robe de laine bleue qui mettait en valeur ses yeux verts, elle rayonnait de bonheur. «
À 27 ans, elle avait la grâce naturelle des femmes bretonnes et cette beauté sauvage qui rappelait tant sa mère défunte. « Corentin, mon chéri !» s'exclama-t-elle joyeusement. « Maëlle m'a dit que tu étais rentré. J'ai des nouvelles merveilleuses, ma robe de mariée est terminée et Madame Le Goff a accepté de nous prêter sa calèche pour... » Elle s'arrêta net en voyant les visages livides des deux hommes. L'atmosphère tendue de la pièce la frappa comme une gifle. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle, son sourire s'effaçant peu à peu. « Vous avez l'air bouleversé. » Corentin et son père échangèrent un regard chargé d'angoisse. Comment annoncer une telle nouvelle à cette jeune femme rayonnante qui ne se doutait de rien? « Solène, » commença Corentin d'une voix qu'il s'efforçait de maîtriser, « il faut que nous discutions, tous les trois, à propos de notre mariage et de nos familles. » La jeune femme pâlit. « Notre mariage? Il y a un problème avec notre mariage ?» Évariste s'éclaircit la gorge. « Ma chère enfant, asseyez-vous. Ce que nous avons à vous dire va changer beaucoup de choses. » Solène s'assit lentement dans le fauteuil, ses mains se joignant instinctivement comme pour prier. Son regard allait de l'un à l'autre, cherchant une explication à cette atmosphère si lourde de menaces. « J'ai peur » avoua-t-elle simplement. « Corentin, tu me fais peur. » Le jeune homme s'agenouilla devant elle et prit ses mains dans les siennes. Elles étaient glacées malgré la chaleur du feu qui crépitait dans la cheminée. « Solène, ce que je vais te dire va te faire mal, va nous faire mal à tous, mais nous ne pouvons plus mentir. » « Mentir? Qui ment? De quoi parlez-vous? De ton origine, de ta vraie famille. » Corentin serra ses mains plus fort. « Solène, tu n'es pas celle que tu crois être. » Et tandis que la pluie continuait de tambouriner contre les vitres et que le vent gémissait dans la cheminée, Évariste Le Guenec répéta pour la deuxième fois de la journée les mots qui allaient détruire une vie. « Ma chère enfant, vous êtes ma fille, et Corentin est votre demi-frère. » Le cri que poussa Solène résonna dans tout le manoir comme un présage de malheur. Dehors, les corbeaux s'envolèrent des arbres dans un nuage noir, et le vent sembla redoubler de violence, comme si la nature elle-même protestait contre cette révélation monstrueuse. Dans la cuisine, Maëlle Calvez, la gouvernante qui servait la famille depuis 30 ans, leva la tête de son ouvrage. Elle avait entendu ce cri, et son vieux cœur se serra. Elle qui avait gardé tant de secrets au fil des années, pressentait que celui-ci était trop lourd pour être porté. Quelque chose de terrible venait de se produire dans cette maison, quelque chose qui allait les marquer tous pour l'éternité. Le secret des Le Guenec venait enfin d'éclater au grand jour, et avec lui commençait une descente aux enfers dont personne ne sortirait indemne. 3 jours s'étaient écoulés depuis la terrible révélation, et le manoir des Le Guenec semblait plongé dans un deuil silencieux. Solène n'avait pas quitté sa chambre depuis qu'elle avait appris la vérité sur ses origines. Les plateaux repas que Maëlle déposait devant sa porte restaient intacts, et seuls ces sanglots étouffés qui résonnaient parfois dans les couloirs témoignaient qu'elle était encore vivante. Corentin, lui, arpentait le domaine comme un homme possédé. Il passait des heures dans les écuries à brosser les chevaux ou dans les champs à réparer des clôtures, cherchant dans le travail physique un exutoire à la douleur qui lui dévorait l'âme. Ses mains, autrefois soignées d'avocats, étaient maintenant calleuses et marquées par l'effort, comme s'il voulait effacer par la sueur l'horreur de sa situation. Ce matin-là, par un froid glacial de novembre, Évariste se rendit au presbytère de Pleumeur pour rencontrer le père Yann Lemeur. L'église, construite en granit sombre, se dressait au cœur du village comme une sentinelle de pierre. Ses cloches, qui sonnaient les heures depuis 3 siècles, résonnaient ce jour-là avec une mélancolie particulière, comme si elles pressentaient les bouleversements à venir. Le père Yann, homme de 65 ans, aux cheveux blancs et aux yeux d'un bleu délavé, accueillit Évariste dans son bureau spartiate. Des crucifix et des images pieuses ornaient les murs blanchis à la chaux, et une odeur d'encens flottait dans l'air confiné. Le prêtre, qui avait baptisé, confirmé et confessé 3 générations de Le Guenec, connaissait parfaitement les tourments de son visiteur. « Évariste !» dit-il en versant 2 verres de lambigue, l'eau de vie de pomme locale.
Votre visage me dit que les choses ne vont pas s'arranger d'elles-mêmes. Père Yann, je suis désespéré. » Évariste but une gorgée de lambigue qui lui brûla la gorge. Corentin et Solène sont anéantis. Le mariage ne peut évidemment pas avoir lieu. Mais comment expliquer cette annulation sans révéler la vérité? Le prêtre se pencha en avant, ses doigts noueux joints devant lui. « Avez-vous songé à ne rien dire ?»« Comment ça, ne rien dire ?»« Évariste, écoutez-moi bien. » Le père Yann baissa la voix, comme s'il craignait d'être entendu par les murs eux-mêmes. « Cette vérité, qui la connaît à part nous? Vous, moi, Corentin et Solène. C'est tout. Père, vous ne suggérez tout de même pas que... »« Je ne suggère rien du tout, » coupa le prêtre. Je réfléchis à voix haute. Regardez les faits. Officiellement, selon les registres paroissiaux, Solène est la fille de Jean-Marie et de Joséphine Kergoat, couple décédé en 1844. Elle n'a aucun lien de parenté avec votre famille. Évariste fixa le prêtre avec horreur. Vous parlez de maintenir le mensonge, de laisser se célébrer ce mariage? Je parle de protéger 4 vies, répliqua fermement le père Yann. Si cette vérité éclate, que va-t-il se passer? Corentin sera déshonoré, Solène sera marquée à vie comme fille illégitime, votre famille perdra sa respectabilité, et moi, je serai accusé de falsification de documents religieux. Le patriarche des Le Guenec se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre qui donnait sur le cimetière. Les tombes grises, alignées comme des soldats de pierre, lui rappelaient tous ceux qui avaient emporté leurs secrets dans la mort. Mais c'est de l'inceste, père. Comment un homme d'église peut-il envisager une pareille abomination? L'inceste, Évariste, c'est quand 2 personnes qui se savent frères et sœurs décident délibérément de s'unir. Mais ici, nous parlons de 2 jeunes gens qui s'aiment sincèrement depuis l'enfance, qui ont grandi en ignorant tout de leur parenté et qui souffrent maintenant de découvrir une vérité qu'ils n'ont jamais voulu. Le père Yann rejoignit Évariste près de la fenêtre. « Regardez cette tombe, là, près du mur. C'est celle de Brigitte Guérin, qui a épousé son cousin Germain en 1823. Et là, celle de Yves Moreau, marié à sa demi-sœur en 1835, quand les familles recomposées étaient courantes après les épidémies. L'Église a béni ces unions parce que l'amour sincère peut transcendre les liens du sang. Ces cas étaient différents. Il n'y avait pas de tromperie, pas de falsification. Détrompez-vous. » Le prêtre retourna s'asseoir et sortit d'un tiroir un registre ancien. « J'ai passé ces 3 derniers jours à consulter les archives. En 1847, j'ai moi-même célébré l'union de Anaïg Tanguy avec Louis Le Brie, sans révéler qu'ils avaient le même père. En 1852, celle de Margot Kervella avec son demi-frère Alain, élevés dans une famille différente. Et en 1861, assez... » Évariste frappa du poing sur le bureau. « Vous me dites que l'Église ferme délibérément les yeux sur l'inceste? Je vous dis que l'Église, dans sa sagesse, sait parfois que certaines vérités font plus de mal que le silence. Ces couples ont eu des enfants sains, des familles heureuses, et personne n'a jamais été lésé par notre discrétion. » Un long silence s'installa entre les 2 hommes. Dehors, les premières neiges de l'hiver commençaient à tomber, recouvrant le village d'un manteau blanc qui semblait vouloir effacer les péchés du monde. « Et si Corentin et Solène refusent ?» demanda finalement Évariste. « Alors, nous trouverons une autre solution. Mais laissez-moi leur parler. Parfois, un regard extérieur peut aider à voir les choses différemment. » Le soir même, le père Yann se rendit au manoir des Le Guenec. Il trouva Corentin dans la bibliothèque, affalé dans un fauteuil devant un feu mourant, une bouteille de whisky irlandais à moitié vide posée à côté de lui. Le jeune homme leva vers le prêtre des yeux injectés de sang et cernés par l'insomnie. « Mon père, dit-il d'une voix pâteuse, venez-vous me donner les derniers sacrements? Car je me sens déjà mort. Corentin, je viens vous parler en tant qu'ami, pas en tant que prêtre. » Le père Yann s'installa dans le fauteuil opposé. « Comment allez-vous? Comment je vais ?» Corentin eut un rire amer. « J'aime une femme qui est ma sœur, mon père. Comment voulez-vous que j'aille? Cette femme, l'aimez-vous moins depuis que vous savez la vérité ?» La question frappa Corentin comme un coup de fouet.
Il se redressa, soudain plus lucide. « Que voulez-vous dire ? Je vous demande si vos sentiments pour Solène ont changé, si vous la regardez différemment maintenant que vous connaissez ses origines. » Corentin réfléchit longuement avant de répondre. « Non, avoua-t-il finalement, je l'aime autant qu'avant. Plus encore, peut-être, parce qu'elle souffre et que je voudrais la consoler. Mais c'est justement cela qui me terrifie. Comment puis-je éprouver les mêmes sentiments pour ma propre sœur? Parce que pendant 27 ans, elle n'a pas été votre sœur, répondit doucement le prêtre. Pendant 27 ans, elle a été Solène Kergoat, la belle orpheline du village que vous aimiez en secret. Ce que vous ressentez pour elle s'est construit sur cette identité-là, pas sur un lien de sang que vous ignoriez. Mais maintenant je le sais. Et maintenant, vous devez choisir. Laisser cette connaissance détruire un amour authentique, ou accepter que l'amour véritable transcende parfois les conventions sociales. Corentin se leva et se dirigea vers la fenêtre. La neige tombait de plus en plus drue, transformant le paysage en un monde immaculé et silencieux. « Père Yann, vous me demandez l'impossible. Comment vivrions-nous avec un tel secret? Comment élèverions-nous des enfants en leur mentant sur leurs origines? Comme des milliers de couples l'ont fait avant vous, mon fils, avec discrétion, avec amour et avec la protection de ceux qui les entourent. » Le prêtre se leva à son tour et posa une main paternelle sur l'épaule du jeune homme. « Corentin, je vais vous dire quelque chose que je n'ai jamais révélé à personne. Ma propre sœur, Marguerite, a épousé notre demi-frère Joachim en 1825. Ils ont eu 4 enfants, tous en parfaite santé, et ont vécu 50 ans de bonheur conjugal. Quand ils sont morts, à quelques mois d'intervalle, personne dans le village n'avait jamais soupçonné leur lien de parenté. » Corentin se tourna vers le prêtre, stupéfait. « Votre sœur ?»« Ma demi-sœur, techniquement. Nos mères étaient différentes, mais notre père était le même, comme vous et Solène. » Le père Yann sourit tristement. « Je les ai unis devant Dieu en sachant parfaitement qui ils étaient, et je n'ai jamais regretté ce choix. Leur amour était sincère, leur bonheur était réel, et leurs enfants ont grandi dans une famille aimante. Mais comment avez-vous pu vivre avec ce secret, en me disant que Dieu juge les cœurs, pas les actes de naissance, et en voyant que leur union ne faisait de mal à personne? » À cet instant, un bruit de pas résonna dans l'escalier. Solène descendait lentement les marches, vêtue d'une robe de deuil noire qui faisait ressortir la pâleur de son visage. Elle avait maigri en 3 jours, et ses yeux verts, autrefois si brillants, étaient maintenant ternes et creusés par les larmes. « Solène !» Corentin fit un mouvement vers elle, puis s'arrêta, ne sachant plus quel comportement adopter. La jeune femme le regarda longuement, puis se tourna vers le père Yann. « Mon père, j'ai entendu une partie de votre conversation. Est-il vrai que vous encouragez cette union monstrueuse ?»« Ma chère enfant, » répondit le prêtre avec douceur, « je ne vous encourage à rien. Je vous demande simplement de réfléchir à ce que vous ressentez vraiment au fond de votre cœur. » Solène s'approcha de la cheminée et tendit ses mains vers les flammes. « Ce que je ressens de la honte, de la colère, de la confusion. Mais, elle marqua une pause, luttant visiblement contre ses propres émotions. Mais quand je regarde Corentin, quand j'entends sa voix, quand je pense à tous ces moments de bonheur que nous avons partagés, non, mes sentiments n'ont pas changé. » Corentin s'approcha d'elle lentement, comme on s'approche d'un animal blessé. « Solène, si nous décidions de maintenir notre engagement, accepteriez-vous de m'épouser ?» Elle le regarda dans les yeux, et pour la première fois depuis 3 jours, un faible sourire effleura ses lèvres. « Corentin Le Guenec, êtes-vous en train de me faire votre demande en mariage pour la 2e fois? Je vous demande si vous accepteriez d'être ma femme en connaissant la vérité sur nos origines. » Solène tendit la main vers lui et il la prit dans la sienne. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, je vous épouse, mon cher frère. » Le père Yann, témoin de cette scène, sentit les larmes lui monter aux yeux. Il venait d'assister à quelque chose de rare et de précieux. L'amour véritable triomphant des conventions et des interdits. « Mes enfants, dit-il d'une voix émue, si telle est votre décision, alors l'Église vous bénira. Mais souvenez-vous, ce secret ne doit jamais, au grand jamais, être révélé à quiconque. Vos vies en dépendent.
Cette nuit-là, dans le manoir des Le Guenec, 3 complices scellèrent un pacte de silence qui les lierait pour l'éternité. Dehors, la tempête faisait rage, mais à l'intérieur, une étrange paix semblait s'être installée. Pourtant, aucun d'eux ne se doutait qu'à quelques kilomètres de là, dans une chaumière isolée, quelqu'un d'autre connaissait leur secret. Et cette personne avait ses propres projets pour la famille Le Guenec. Le jour du mariage était arrivé. Le 3 décembre 1870, malgré la guerre qui faisait rage aux frontières de la France et les rumeurs de défaite qui circulaient dans toute la Bretagne, le village de Pleumeur s'était paré de ses plus beaux atours pour célébrer l'union de Corentin Le Guenec et de Solène Kergoat. L'église Notre-Dame de Pleumeur résonnait des chants sacrés tandis que les invités prenaient place dans les bancs de chêne sculptés. Les femmes arboraient leurs plus belles coiffes de dentelle bretonne et les hommes portaient leurs costumes traditionnels aux broderies dorées. Malgré les temps difficiles, personne n'avait voulu manquer ce mariage qui unissait l'une des plus anciennes familles nobles de la région à la belle orpheline du village. Solène, resplendissante dans sa robe de soie blanche ornée de perles, remontait l'allée centrale au bras d'Évariste, qui avait accepté de la conduire à l'hôtel en l'absence de famille proche. Son voile de dentelle de Calais, transmis par la mère de Corentin, dissimulait partiellement son visage, mais ne pouvait cacher l'émotion qui brillait dans ses yeux verts. Corentin, debout devant l'autel en costume noir et gilet brodé, regardait s'approcher celle qu'il aimait depuis l'enfance. Malgré la vérité terrible qu'il partageait désormais, il ne pouvait s'empêcher d'être ému par sa beauté et par l'amour qu'il lisait dans son regard. Le père Yann Lemeur, revêtu de ses plus beaux ornements liturgiques, officiait la cérémonie avec une solennité particulière. Sa voix résonnait sous les voûtes de pierre, tandis qu'il prononçait les paroles sacrées qui allaient unir ces deux êtres pour l'éternité. Corentin, acceptez-vous de prendre pour épouse Solène, ici présente, pour l'aimer et la chérir dans la richesse, comme dans la pauvreté, dans la maladie, comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux, répondit Corentin d'une voix ferme, ses yeux plongés dans ceux de sa bien-aimée. Solène, acceptez-vous de prendre pour époux Corentin, ici présent, pour l'aimer et le chérir dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, je le veux, murmura Solène, sa voix tremblant légèrement d'émotion. Au fond de l'église, Maëlle Calvez, la gouvernante du manoir, observait la scène avec un mélange d'amour et d'angoisse. Elle qui avait vu grandir ces deux enfants, qui avaient été témoins de leur premier amour, savait mieux que quiconque le poids du secret qu'ils portaient. Ses vieilles mains ridées serraient son missel de prière, et ses lèvres remuaient silencieusement, implorant le pardon divin pour cette union contre nature. « Vous pouvez embrasser la mariée », déclara solennellement le père Yann. Corentin souleva délicatement le voile de Solène et posa ses lèvres sur les siennes. Ce baiser, censé sceller leur union devant Dieu et les hommes, avait un goût de péché et de rédemption mêlés. L'assemblée éclata en applaudissements, et les cloches de l'église se mirent à sonner à toute volée, annonçant au village entier que les nouveaux époux étaient maintenant unis pour la vie. Mais tandis que les invités se dirigeaient vers le manoir pour le banquet de noces, une silhouette sombre se détachait dans l'ombre du porche de l'église. Yann Kerguelen, l'ancien garde-chasse du domaine, observait la procession nuptiale avec un sourire inquiétant. Cet homme de 50 ans, au visage buriné par les années passées dans les bois et aux yeux noirs perçants, avait été renvoyé du manoir 5 ans plus tôt pour vol de gibier. Depuis, il nourrissait une rancune tenace contre la famille Le Guenec. Ce que personne ne savait, c'est que Yann Kerguelen avait été l'amant secret de Marie-Jeanne Kergoat, la mère de Solène, avant qu'elle ne tombe dans les bras d'Évariste Le Guenec. Il avait assisté, impuissant et fou de jalousie, à cette liaison qui avait coûté la vie à la femme qu'il aimait. Et depuis 27 ans, il attendait sa vengeance. Le banquet de noces battait son plein dans la grande salle du manoir. Les tables croulaient sous les mets traditionnels, quig hafarz, phare breton, queen yaman et cidre de pomme.
Les musiciens bretons faisaient résonner leurs bignous et leurs bombardes, et les invités dansaient des danses folkloriques en rond autour des mariés. Solène et Corentin, assis à la table d'honneur, jouaient parfaitement leur rôle de jeunes époux épanouis. Ils souriaient, riaient aux plaisanteries de leurs invités et échangeaient des regards tendres qui auraient attendri le cœur le plus dur. Seuls ceux qui connaissaient leurs secrets pouvaient percevoir la tension sous-jacente, cette ombre qui voilait parfois leurs yeux quand ils pensaient que personne ne les regardait. Vers minuit, alors que la fête touchait à sa fin et que les derniers invités regagnaient leur foyer, Maëlle Calvez s'affairait à débarrasser les tables. C'est alors qu'elle découvrit une lettre glissée sous une assiette, portant son nom d'une écriture qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Intriguée, elle déplia le papier et lut. « Maëlle, vieille complice des mensonges, je sais ce que vous cachez tous. Je sais qui est vraiment Solène Kergoat. Je sais ce qui s'est passé il y a 27 ans avec Marie-Jeanne. Et je sais que vous étiez là quand elle est morte. Si vous voulez éviter que toute la vérité éclate au grand jour, retrouvez-moi demain à minuit dans la clairière des Menhirs. Venez seul et apportez 1000 francs en or. Sinon, tout le village saura que les Le Guenec ont marié un frère et une sœur avec la bénédiction de l'Église. Un ami qui se souvient. » Le sang de Maëlle se glaça. Ses jambes flageolèrent et elle dut s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Quelqu'un savait. Quelqu'un connaissait le secret le plus terrible de la famille, et cette personne était prête à le révéler. Mais ce qui terrifiait le plus la vieille gouvernante, c'était cette allusion à la mort de Marie-Jeanne, car Maëlle Calvez savait des choses que même Évariste ignorait. Des choses qu'elle avait cachées pendant 27 ans et qu'elle espérait emporter dans sa tombe. Le lendemain soir, emmitouflée dans sa cape noire, Maëlle se dirigea vers la clairière des Menhirs, un lieu mystérieux situé au cœur de la lande où se dressaient depuis la nuit des temps 5 pierres dressées disposées en cercle. Les légendes locales prétendaient que ces pierres étaient maudites et que ceux qui s'y rendaient la nuit risquaient de ne jamais en revenir. La lune gibbeuse éclairait faiblement le paysage désolé et le vent sifflait entre les ajoncs avec un bruit lugubre. Maëlle serrait dans sa main droite la bourse contenant les 1000 francs qu'elle avait économisés au fil des années, et dans sa main gauche, un vieux pistolet à silex que feu Monsieur Le Guenec avait utilisé pendant les guerres napoléoniennes. Arrivée dans la clairière, elle attendit. Minuit sonna au clocher du village, puis 1 heure, puis 2 heures. Personne ne vint. Transie de froid et de peur, elle allait repartir quand une voix familière résonna derrière elle. « Bonsoir Maëlle, cela faisait longtemps. » Elle se retourna et découvrit Yann Kerguelen, enveloppé dans un manteau sombre qui émergeait de l'ombre des menhirs comme un spectre. Son visage émacié était éclairé par un sourire cruel, et ses yeux brillaient d'une lueur mauvaise. « Yann !» s'exclama-t-elle. « C'est toi qui... C'est moi qui sais tout, oui. » Il s'approcha lentement, savourant la peur qu'il lisait sur le visage de la vieille femme. « J'ai tout vu, Maëlle, tout entendu, et j'ai attendu 27 ans que justice soit rendue. »« Que veux-tu » balbutia Maëlle, cachant instinctivement le pistolet dans les plis de sa cape. « Ce que je veux... » Yann éclata d'un rire sans joie. « Je veux que la vérité éclate. Je veux que tout le monde sache ce que vous avez fait à Marie-Jeanne. Je veux que les Le Guenec paient enfin pour leurs crimes. De quoi parles-tu? Marie-Jeanne est morte en couche, tu le sais bien. »« Menteuse !» rugit Yann en s'approchant encore. « J'étais là cette nuit-là, caché dans les bois près de la chaumière. J'ai tout vu !» Maëlle recula, le cœur battant à tout rompre. « Tu n'as rien vu du tout, tu délires. J'ai vu Évariste Le Guenec venir chez Marie-Jeanne cette nuit-là. J'ai vu qu'elle était déjà en travail depuis des heures, et j'ai vu que tu étais là pour l'aider à accoucher. » La vieille gouvernante pâlit. « Et alors, il n'y a rien de mal à... Mais j'ai aussi vu ce qui s'est passé après. » Continua Yann, ses yeux lançant des éclairs. « J'ai vu que l'enfant était née vivante et en bonne santé. J'ai vu que Marie-Jeanne allait bien aussi. Et puis... » Il marqua une pause dramatique, savourant l'angoisse de Maëlle. Et puis j'ai vu Évariste sortir de sa poche une petite fiole. J'ai vu qu'il a forcé Marie-Jeanne à boire le contenu. J'ai vu qu'elle s'est mise à convulser, à cracher du sang, et qu'elle est morte en quelques minutes.
Non, cria Maël, c'est faux, tu mens. Et toi, Maël Calvès, tu as aidé à maquiller ce meurtre en mort naturelle. Tu as lavé le corps, tu as détruit la fiole, et tu as juré que Marie-Jeanne était morte d'une hémorragie de l'accouchement. Maël était maintenant acculée contre l'un des menhirs, et elle sentait la pierre froide dans son dos. La vérité qu'elle avait cachée pendant tant d'années venait enfin de ressurgir, portée par la voix vengeresse de l'homme qui avait aimé Marie-Jeanne. Évariste, il avait peur du scandale, balbutia-t-elle. Il ne voulait pas que sa femme légitime apprenne l'existence de cette liaison. Il m'a dit que c'était la seule solution. La seule solution était d'assassiner la femme que j'aimais, hurla Yann, et de voler son enfant pour l'élever dans le mensonge. Il n'a pas volé l'enfant. Il l'a confié à la grand-mère de Marie-Jeanne. Il lui a versé une pension. Une pension du sang, cracha Yann. Et maintenant, cette enfant innocente a épousé son propre demi-frère. Vous avez fait de Solène un monstre, sans qu'elle le sache. Maël sortit brusquement le pistolet de sa cape et le pointa vers Yann. Tais-toi, tu ne comprends rien. Nous avons protégé cette famille, nous avons évité le scandale. Yann regarda l'arme sans broncher. Tu vas me tuer, Maël, comme vous avez tué Marie-Jeanne? S'il le faut. Ses mains tremblaient violemment. Je ne laisserai personne détruire cette famille. Cette famille est déjà détruite, vieille folle. Corentin et Solène sont damnés. Leurs enfants, s'ils en ont, seront maudits. Et tout cela à cause de votre silence. C'est alors qu'une troisième voix résonna dans la clairière glaciale et terrible. « Baissez cette arme, Maël, l'heure de vérité a sonné. » Évariste, le guénec émergea de l'ombre, vêtu de noir comme un oiseau de malheur. Son visage était celui d'un homme qui avait vieilli de 10 ans en quelques jours, creusé par le remords et la culpabilité. « Monsieur !» s'exclama Maël. « Comment avez-vous » ? J'ai suivi Yann. Je me doutais qu'il finirait par réapparaître. Évariste s'avança lentement vers les deux autres, ses pas résonnant sinistrement sur la terre gelée. Et j'ai entendu tout. Yann ricana. Alors, Évariste, prêt à avouer tes crimes? Le patriarche des Le Guénec s'arrêta au centre du cercle de menhir. Je n'ai plus rien à cacher, Yann, plus rien à perdre non plus. Il sortit de son manteau un pistolet plus moderne que celui de Maël et le pointa alternativement vers les deux autres. Voici ce qui va se passer. Nous allons régler cette affaire ce soir, une fois pour toutes. Que voulez-vous dire ? Demanda Maël, sa voix tremblant d'épouvante. Je veux dire que cette histoire a assez duré. Yann a raison. J'ai tué Marie-Jeanne. Pas par plaisir, mais par lâcheté. J'avais peur de ma femme, peur du scandale, peur de perdre ma position sociale. Il se tourna vers Yann. Mais toi, mon pauvre Yann, tu as commis une erreur. Tu crois que révéler la vérité apaisera ta souffrance. Tu te trompes. Cela ne ramènera pas Marie-Jeanne. Et cela détruira 2 innocents qui ne méritent pas de payer pour mes fautes. Alors tu comptes nous faire taire définitivement ? Demanda Yann avec un sourire défiant. Non, répondit Évariste avec un calme glacial. Je compte me faire justice moi-même. Et avant que quiconque ait pu réagir, il retourna le pistolet vers sa propre tempe et pressa la détente. La détonation résonna dans toute la lande comme un coup de tonnerre. Évariste le Guénec s'effondra parmi les menhirs, son sang se mêlant à la terre ancestrale de Bretagne. Maël et Yann, pétrifiés d'horreur, contemplèrent le corps inerte du patriarche. Dans la mort, son visage avait retrouvé une sérénité qu'il avait perdue depuis 27 ans. « Mon Dieu !» murmura Maël, laissant tomber son arme. « Qu'avons-nous fait ?» Yann s'agenouilla près du cadavre et ferma les yeux d'Évariste. « Nous avons permis à un homme de retrouver son honneur, » dit-il simplement. Au manoir des Le Guénec, Corentin et Solène, blottis l'un contre l'autre dans leur lit nuptial, furent réveillés par le bruit lointain du coup de feu. Ils se regardèrent avec inquiétude, sans savoir que leur vie venait de basculer une nouvelle fois dans l'inconnu. Le secret de leur naissance venait de mourir avec Évariste, mais d'autres mystères restaient à élucider. Et la malédiction qui pesait sur la famille. Le Guénec était loin d'être levé. L'hiver de 1871 fut particulièrement rigoureux en Bretagne.
La guerre contre la Prusse avait pris fin par une défaite humiliante, et la France entière pleurait ses morts et ses territoires perdus. Mais au manoir des Le Guenec, c'était un deuil plus intime qui endeuillait les murs de pierre. Évariste. Le Guenec avait été retrouvé mort dans la clairière des Menhirs par des bergers 3 jours après sa disparition. Le médecin légiste avait conclu à un suicide sans chercher plus loin les raisons qui avaient poussé le respecté patriarche à mettre fin à ses jours. Dans la Bretagne de cette époque, on ne posait pas trop de questions sur les morts mystérieuses, surtout quand elles concernaient les grandes familles. Corentin, devenu du jour au lendemain le nouveau maître du domaine, avait organisé des funérailles dignes du rang de son père. Tout le village avait suivi le cortège funèbre, et le père Yann Lemeur avait prononcé une homélie émouvante sur les tourments de l'âme humaine et la miséricorde divine. Mais sous les condoléances et les prières se cachaient des murmures inquiets. Pourquoi un homme si respecté s'était-il donné la mort? Maëlle Calvez n'avait pas dit un mot depuis cette terrible nuit dans la clairière. Elle vaquait à ses occupations domestiques comme un automate, parlant seulement quand on s'adressait directement à elle et évitant soigneusement le regard de ses jeunes maîtres. Le poids du secret qu'elle portait semblait l'avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Quant à Yann Kerguelen, il avait mystérieusement disparu du village le lendemain de la mort d'Évariste. Certains disaient l'avoir vu prendre la route de l'Orient avec un baluchon sur l'épaule, d'autres prétendaient qu'il s'était embarqué sur un navire en partance pour l'Amérique. Nul ne le revit jamais. Par un matin glacé de février, Solène découvrit qu'elle était enceinte. Cette nouvelle, qui aurait dû combler de bonheur les jeunes époux, les plongea au contraire dans une angoisse profonde. Comment accueillir un enfant né d'une union si particulière? Quel secret faudrait-il lui cacher? Et surtout, serait-il normal? « J'ai peur, Corentin », avoua Solène en pleurant dans les bras de son mari. « J'ai peur que notre enfant soit différent, que les gens devinent en le voyant. Notre enfant sera parfait, la rassura Corentin, mais sa voix manquait de conviction. Et même s'il ne l'était pas, nous l'aimerions quand même. » Ils décidèrent de consulter discrètement le docteur Kervévan, médecin de l'Orient, réputé pour sa discrétion et son expertise. Cet homme âgé, aux cheveux blancs et aux lunettes cerclées d'or, les reçut dans son cabinet, tapissé de livres de médecine et d'anatomie. « Madame Le Guenec, dit-il après avoir examiné Solène, votre grossesse se déroule parfaitement normalement. L'enfant se développe bien et rien n'indique de problème particulier. Docteur, demanda Corentin avec prudence, existe-t-il des risques spécifiques liés à certains types d'union familiale? Le médecin le regarda par-dessus ses lunettes. Monsieur Le Guenec, je ne sais pas pourquoi vous me posez cette question, mais je peux vous dire que les unions entre cousins, par exemple, sont parfaitement légales et généralement sans danger. Pourquoi cette inquiétude? Simple curiosité scientifique, éluda Corentin. Dans ce cas, sachez que la nature est bien faite. Les véritables risques n'apparaissent qu'en cas d'union très proche, répétée sur plusieurs générations. Un cas isolé ne pose généralement aucun problème. Ces paroles rassurèrent quelque peu les jeunes époux, mais ne dissipèrent pas entièrement leurs craintes. Au printemps, alors que la campagne bretonne se parait de nouveau de couleurs vives et que les ajoncs fleurissaient dans la lande, Solène mit au monde une petite fille. L'enfant était parfaitement constitué, avec les yeux verts de sa mère et les cheveux châtains de son père. Elle fut baptisée Marie-Gwen, en hommage à sa grand-mère maternelle décédée et selon la tradition bretonne. La naissance de Marie-Gwen apporta une joie immense au manoir. Corentin et Solène, qui avaient tant redouté ce moment, découvraient les bonheurs simples de la parentalité. L'enfant grandissait normalement, riait aux éclats et développait une personnalité vive et curieuse qui enchantait tous ceux qui l'approchaient. Maëlle Calvez elle-même semblait revivre en s'occupant du bébé. Cette nouvelle vie lui donnait un sens à son existence et l'aidait à oublier les horreurs du passé. Elle passait des heures à bercer la petite Marie-Gwen en lui chantant de vieilles berceuses bretonnes, et l'enfant s'endormait paisiblement dans ses bras ridés. 2 ans plus tard, Solène donna naissance à un garçon prénommé Yann en mémoire du prêtre qui les avait unis malgré tout.
Puis vint une seconde fille, Rosen, et enfin un dernier garçon, Alan. 4 enfants en 6 ans, tous parfaitement sains et normaux, qui grandissaient dans l'amour et l'harmonie. Le village avait fini par oublier les circonstances mystérieuses de la mort d'Évariste Le Guenec. La famille était respectée, prospère, et les enfants étaient adorés de tous. Personne ne soupçonnait le terrible secret qui avait présidé à leur naissance. Mais en 1878, un événement inattendu vint troubler cette tranquillité apparente. Un homme se présenta au manoir, affirmant être l'avoué de feu Jan Kerguelen. Il apportait avec lui un testament et plusieurs documents que l'ancien garde-chasse avait confiés à son étude avant de mourir en Amérique. « Monsieur Le Guenec », dit l'avoué, un homme sec aux allures de fonctionnaire, « mon défunt client m'a chargé de vous remettre ces papiers à ses obsèques. Il semblerait qu'il ait eu des révélations concernant votre famille. » Corentin prit les documents d'une main tremblante. Il y avait là des lettres de Marie-Jeanne Kergoat à Yann, dans lesquelles elle évoquait sa liaison avec Évariste Le Guenec et ses craintes concernant son avenir. Il y avait aussi un témoignage détaillé de ce que Yann avait vu dans la clairière cette nuit fatale, ainsi qu'une confession posthume d'Évariste trouvée dans ses papiers. Monsieur Kerguelen m'a également chargé de vous dire, continua l'avoué, qu'il avait renoncé à toute vengeance, que ses années en Amérique lui avaient appris le pardon, et qu'il souhaitait que cette histoire reste à jamais enterrée avec lui. Corentin brûla tous ces documents dans la cheminée de son bureau, devant Solène et Maël. Ils regardèrent en silence les flammes consumer les dernières preuves de leur secret, et avec elles, les derniers fantômes du passé. « C'est fini !» murmura Solène. « Enfin fini !» Mais Maël, qui connaissait mieux que quiconque le poids des secrets de famille, secoua la tête. « Non, ma petite, ce n'est jamais vraiment fini. Il y aura toujours quelqu'un pour se souvenir, pour poser des questions, pour fouiller dans le passé. » Elle se trompait et avait raison à la fois. Personne ne découvrit jamais la vérité sur l'origine de Solène et sur son mariage avec Corentin. Mais le poids de ce secret continua de peser sur la famille, se transmettant de génération en génération comme une malédiction invisible. Les enfants. Le Guenec grandirent dans l'ignorance de leur véritable origine. Marie-Gwen épousa un notaire de Quimper et eut une nombreuse descendance. Yann devint médecin et s'installa à Paris. Rosen prit le voile et consacra sa vie à Dieu dans un couvent de Rennes. Quant à Alan, il reprit le domaine familial et perpétua la lignée des Le Guenec. Corentin et Solène vieillirent ensemble, unis par leur amour et par leurs secrets. Ils ne regrettèrent jamais leur choix, même si parfois, dans le silence de leur chambre, ils s'interrogeaient sur la moralité de ce qu'ils avaient fait. Leurs enfants leur avaient donné de nombreux petits-enfants, tous normaux et épanouis, et la famille prospérait. En 1904, Maël Calvez mourut dans son sommeil, à l'âge de 82 ans. Ses dernières paroles furent pour confesser à Solène l'existence d'une cachette secrète dans le grenier du manoir, où elle avait dissimulé les vrais actes de naissance de Solène et quelques lettres de Marie-Jeanne. « Brûlez tout », supplia-t-elle, « ne laissez aucune trace. » Solène suivit ses conseils et détruisit ces derniers témoins du passé. Mais elle garda pour elle une dernière révélation que Maël lui avait faite. Dans ses lettres, Marie-Jeanne évoquait ses doutes sur la paternité de sa fille. Elle soupçonnait que le véritable père n'était peut-être pas Évariste Le Guenec, mais Jan Kerguelen lui-même. Cette révélation, si elle était vraie, changeait tout. Cela signifiait que Corentin et Solène n'étaient peut-être pas frères et sœurs après tout, que leur mariage, loin d'être un inceste, était l'union de deux étrangers qui s'aimaient sincèrement. Mais Solène choisit de ne jamais révéler ce dernier secret, même à Corentin. À quoi bon bouleverser une vie entière pour une incertitude? Ils avaient vécu heureux dans leurs mensonges, leurs enfants étaient épanouis, et rien ne pourrait changer le passé. Elle emporta ce secret dans sa tombe en 1920, suivant de quelques mois son cher Corentin. Ils furent enterrés côte à côte dans le cimetière de Pleumeur, leur tombe portant la simple inscription « Époux unis dans la vie et dans la mort ».
Le manoir des Le Guenec continua d'abriter leur descendance pendant des décennies. Mais les habitants du village remarquèrent qu'étranges phénomènes commençaient à se manifester dans la vieille demeure. Des bruits inexpliqués résonnaient la nuit dans les couloirs, des portes s'ouvraient et se fermaient toutes seules, et certains prétendaient entendre des conversations chuchotées dans le grenier. Était-ce l'âme tourmentée d'Évariste qui venait hanter les lieux de son crime? Ou celle de Marie-Jeanne qui réclamait justice? Personne ne le sut jamais. Mais une chose était certaine, le secret des Le Guenec avait marqué cette famille pour l'éternité, et leurs fantômes continueraient de hanter le manoir jusqu'à la fin des temps. 73 ans après le mariage maudit de Corentin et Solène Le Guenec, leur arrière-petit-fils Jean-Baptiste arpentait les couloirs du manoir familial avec une inquiétude grandissante. À 28 ans, ce dernier descendant direct de la lignée maudite était devenu malgré lui le gardien d'un héritage qu'il ne comprenait que partiellement. La Seconde Guerre mondiale faisait rage et la Bretagne était occupée par les troupes allemandes. Mais ce n'était pas la guerre qui préoccupait Jean-Baptiste ce soir-là. C'était la découverte qu'il venait de faire dans le grenier du manoir, une découverte qui allait révéler la vérité finale sur sa famille. En rangeant de vieux meubles pour faire de la place aux réfugiés que sa femme Marguerite accueillait secrètement, Jean-Baptiste avait trouvé une malle dissimulée derrière une poutre. À l'intérieur, soigneusement enveloppée dans un tissu de soie, se trouvaient des documents que Maël Calvez avait oubliés lors de sa dernière confession. Les mains tremblantes, Jean-Baptiste avait lu ces lettres d'amour entre Marie-Jeanne Kergoat et Yann Kerguelen, écrites quelques mois avant la naissance de Solène. Dans l'une d'elles, datée de novembre 1842, Marie-Jeanne écrivait « Mon cher Yann, je dois te dire la vérité sur l'enfant que je porte. Évariste, le Guenec croit qu'il en est le père. Mais toi et moi savons bien que notre amour a précédé de plusieurs mois ma liaison avec lui. Cette petite fille qui grandit en moi est la nôtre, mon chéri, née de notre passion véritable. » Une autre lettre, plus troublante encore, révélait les véritables circonstances de la mort de Marie-Jeanne. « Yann, j'ai peur. Évariste commence à soupçonner que l'enfant n'est pas de lui. Il me pose des questions, fouille dans mes affaires. Si jamais il découvrait la vérité, promets-moi que si quelque chose m'arrivait, tu protégerais notre fille. Promets-moi qu'elle connaîtra un jour l'amour véritable, même si elle doit ignorer ses véritables origines. » Jean-Baptiste s'effondra dans un vieux fauteuil, accablé par cette révélation. Solène Kergoat n'était donc pas la sœur de Corentin Le Guenec. Leur mariage, loin d'être un inceste, était l'union de deux êtres qui s'aimaient sincèrement et qui n'avaient aucun lien de parenté. Mais alors, pourquoi Évariste s'était-il donné la mort? Pourquoi avait-il emporté ce secret dans sa tombe? La réponse se trouvait dans un dernier document, le journal intime d'Évariste, dans lequel il avouait avoir tué Marie-Jeanne par jalousie en découvrant qu'elle en aimait un autre. 3 mars 1843. J'ai compris aujourd'hui que Marie-Jeanne ne m'a jamais aimé, que cet enfant qu'elle porte est celui de Yann Kerguelen. Ma vanité et mon orgueil ont été bafoués. Comment accepter qu'une simple fille de meunier me préfère un garde-chasse? Cette nuit, je mettrai fin à cette humiliation. Et si mon fils épouse un jour cette bâtarde, au moins aura-t-il l'impression d'épouser sa sœur. Cela sera ma vengeance finale contre Marie-Jeanne. Jean-Baptiste comprenait maintenant toute l'horreur de la situation. Évariste avait délibérément laissé croire que Solène était sa fille pour empoisonner le bonheur de Corentin et Solène. Il avait orchestré leur torture psychologique en leur faisant croire qu'ils vivaient dans le péché, alors qu'ils étaient innocents de tout. Le jeune homme se précipita vers la fenêtre du grenier qui donnait sur le cimetière du village. Là-bas, sous leurs pierres tombales couvertes de mousse, reposaient Corentin et Solène, morts sans avoir jamais connu la vérité sur leurs origines. Ils avaient vécu dans la culpabilité et la honte, croyant porter le poids d'un péché qu'ils n'avaient jamais commis. « Mes pauvres ancêtres, murmura Jean-Baptiste, les larmes aux yeux, comme vous avez souffert pour rien. » Soudain, un bruit résonna dans le grenier. Jean-Baptiste se retourna et vit une silhouette féminine près de l'escalier. C'était sa femme Marguerite,
qui montait voir ce qui le retenait si longtemps. « Jean-Baptiste, que se passe-t-il? Tu es livide ?» Il lui tendit les lettres d'une main tremblante. « Marguerite, lis cela. Lis et tu comprendras pourquoi notre famille a toujours été hantée par des mystères. » Marguerite, institutrice de formation, lut rapidement les documents. Son visage exprima successivement la surprise, l'horreur, puis une profonde tristesse. « Mon Dieu !» souffla-t-elle. « Toute cette souffrance pour un mensonge. Que dois-je faire, Marguerite? Dois-je révéler la vérité? Dire à mes cousins que nous ne descendons pas d'un inceste, mais d'un amour véritable. » Marguerite réfléchit longuement, pesant les implications de cette révélation. « Jean-Baptiste, nos ancêtres sont morts. Cette vérité ne changera rien pour eux. Mais elle pourrait libérer les générations futures du poids de cette culpabilité héréditaire. Ou créer un nouveau scandale. Imaginez que les gens apprennent qu'Évariste était un meurtrier. Alors gardons le secret du meurtre, mais révélons celui de la paternité. Disons que nous avons découvert des preuves que Solène n'était pas la fille d'Évariste, sans préciser comment elle est morte. » Jean-Baptiste acquiesça. Cette solution lui semblait sage et respectueuse de la mémoire de tous. Le lendemain, il convoqua tous les descendants de Corentin et Solène, encore vivants. Ils étaient une quinzaine, dispersés dans toute la France, mais la guerre et l'occupation les avaient paradoxalement rapprochés du berceau familial breton. Dans la grande salle du manoir, sous les portraits de leurs ancêtres, Jean-Baptiste révéla la vérité sur les origines de Solène Kergoat. Il montra les lettres d'amour, expliqua la méprise sur la paternité et annonça que le péché originel de leur famille n'en était pas un. La nouvelle fut accueillie avec un mélange de soulagement et de tristesse. Soulagement de savoir que leurs arrière-grands-parents n'avaient commis aucune faute morale, mais tristesse de réaliser qu'ils avaient souffert en vain. Léonie, l'arrière-petite-fille de Marie-Gwen, prit la parole au nom de tous. Cette révélation nous libère d'un poids que nous portions sans le savoir. Nos enfants grandiront désormais sans cette ombre sur leur héritage familial. Ce soir-là, tous les descendants se rendirent ensemble au cimetière de Pleumeur. Ils fleurirent les tombes de Corentin et Solène avec des branches d'ajonc dorées, la fleur sauvage de Bretagne qui symbolise l'amour éternel. Jean-Baptiste prononça une oraison funèbre tardive mais nécessaire. Corentin et Solène, le Guénec, vous qui avez vécu dans l'amour malgré les mensonges qu'on vous a fait croire sur vos origines, reposez en paix. Votre union était bénie des dieux, votre amour était pur. Et vos descendants sont fiers de porter votre héritage. Une étrange brise se leva soudain dans le cimetière, faisant danser les branches des cyprès et murmurant dans les feuilles comme une voix d'outre-tombe. Tous les présents ressentirent une présence apaisée, comme si les âmes tourmentées de leurs ancêtres trouvaient enfin le repos. Mais ce fut Marguerite qui remarqua le détail le plus troublant. Sur la tombe d'Évariste le Guénec, située à l'écart des autres sépultures familiales, les fleurs fraîchement déposées le matin même étaient maintenant flétries et noircies, comme brûlées par une colère surnaturelle. « Même dans la mort, murmura-t-elle à son mari, il paie pour ses crimes. » Les années passèrent. La guerre se termina, la France se reconstruisit et la famille Le Guénec prospéra. Libérés du poids de leur prétendu péché originel, les descendants de Corentin et Solène menèrent des vies épanouies et transmirent à leurs enfants l'histoire véritable de leurs ancêtres. Le manoir de Pleumeur continua d'être habité par la famille, mais les phénomènes étranges cessèrent peu à peu. Plus de bruit nocturne, plus de portes qui s'ouvraient seules, plus de murmures dans le grenier. Les âmes de Corentin et Solène avaient trouvé la paix, et celle d'Évariste semblait s'être éteinte avec la révélation de la vérité. En 1970, 100 ans exactement après le mariage maudit, Jean-Baptiste, devenu un vieil homme, décida de transformer le manoir en musée familial. Il y exposa les portraits de ses ancêtres, raconta leur histoire véritable aux visiteurs et fit graver sur une plaque de marbre noir ces mots qui résument toute la tragédie des Le Guénec. En mémoire de Corentin et Solène. Le Guénec, uni par l'amour véritable en 1870, victime des mensonges et de la jalousie, mais triomphant dans la mort comme dans la vie.
Que leur histoire nous enseigne que l'amour sincère ne peut jamais être souillé par les calomnies des hommes. Le 3 décembre 1970, jour du centenaire de leur mariage, tous les descendants de Corentin et Solène se rassemblèrent une dernière fois dans la petite église de Pleumeur. Le père Joachim Guérin, arrière-petit-neveu du père Yann Lemeur, célébra une messe de réconciliation en l'honneur du couple maudit. « Mes frères, déclara-t-il dans son homélie, nous célébrons aujourd'hui non seulement l'amour de Corentin et Solène, mais aussi le triomphe de la vérité sur le mensonge, de l'amour sur la haine, de la lumière sur les ténèbres. Que leur exemple nous guide dans nos propres vies. » À la fin de la cérémonie, alors que la nuit tombait sur la Bretagne et que les derniers descendants quittaient l'église, un phénomène extraordinaire se produisit. Une lumière douce et dorée émana des tombes de Corentin et Solène, visibles de tous les présents. Cette lumière dura quelques minutes, puis s'éteignit progressivement, laissant derrière elle un parfum de rose et d'ajonc. Le père Joachim, témoin de ce prodige, déclara plus tard « J'ai vu l'amour véritable transcender la mort. J'ai vu deux âmes enfin réunies dans la vérité et la paix éternelle. » Aujourd'hui encore, les habitants de Pleumeur racontent cette histoire aux visiteurs qui viennent découvrir le musée Le Guenec. Ils parlent de ce couple maudit qui vécut dans le mensonge, mais mourut dans la vérité, de cet amour si fort qu'il survécut à tous les obstacles, même à la calomnie et à la mort. Et parfois, par les belles soirées d'été, quand le vent de l'océan caresse les landes de bruyère et que les ajoncs embaument la campagne bretonne, les plus sensibles prétendent encore entendre des murmures d'amour dans le grenier du vieux manoir. Non plus les plaintes d'âmes en peine, mais les chuchotements tendres de deux êtres enfin réunis dans la vérité et l'éternité. Ainsi se termine l'histoire de la famille Le Guenec, commencée dans le mensonge et la tragédie, mais achevée dans la révélation et la rédemption. Une histoire qui nous enseigne que l'amour véritable peut triompher de tous les obstacles, même les plus terribles, et que la vérité, si longtemps cachée soit-elle, finit toujours par éclater au grand jour. Car en Bretagne, terre de légendes et de mystères, on sait depuis toujours que les morts ne reposent jamais vraiment en paix tant que leurs secrets ne sont pas révélés. Et que l'amour, plus fort que la mort, plus puissant que les mensonges, survit à toutes les malédictions pour triompher enfin dans la lumière éternelle. Cette histoire, inspirée des légendes et des mystères de la Bretagne du XIXe siècle, nous rappelle que derrière chaque secret de famille se cachent souvent des drames humains d'une intensité bouleversante. Les protagonistes de cette tragédie, victimes des préjugés de leur époque et des mensonges de leurs proches, ont payé de leur bonheur terrestre le prix d'un amour qui ne demandait qu'à s'épanouir au grand jour. Que leur mémoire nous inspire la tolérance, la vérité et surtout le respect de l'amour sincère sous toutes ses formes.